Conseil de défense, Sahel en crise, Macron persiste. Quelle stratégie derrière l'obstination? Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision de panafricanisme, votre chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information. Sur un plateau d'or, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Djibouti, Tchad, l'agenda est encore flou pour les contingents qui restent sur le continent après le départ des troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Eh bien, presque 6 semaines après le début de son retrait forcé du Niger, l'armée française, déjà expulsée du Mali et du Burkina Faso, est toujours dans l'attente d'orientation précise sur l'avenir de ses 5 autres bases sur le continent africain. Alors qu'un débat sur la stratégie de la France en Afrique était prévu au Parlement le 21 novembre dernier, un conseil de défense devait être consacré à ce sujet. Le mardi 14 novembre dernier, comme l'a dévoilé la lettre d'information Africa Intelligence, il a finalement été annulé à la dernière minute pour permettre au président français de se rendre dans le nord de la France, victime d'inondations. Dans ce contexte incertain pour la présence militaire française en Afrique, plus de 1000 soldats français ont déjà quitté le Niger. Les 2 bases avancées de Walam et de Tabaré-Baré ont été complètement vidées au début de novembre, selon l'état-major des armées, et rétrocédées au Nigeria. Il ne reste désormais plus que 400 soldats officiellement à Niamey, la capitale, sur la vaste base qu'ils ont longtemps partagée avec les Américains. Alors que les premiers s'en vont, les seconds se sont repliés plus au nord du pays sur leur base d'Agadez en septembre. Dans ce contexte incertain, pour la présence militaire française en Afrique, plus de 1000 soldats français ont déjà quitté le Niger. Les 2 bases avancées de Doualam et de Tabaré ont été complètement vidées. Les effectifs français restants sont aujourd'hui dévolus, nous dit-on, à la gestion logistique d'un retrait qui passe principalement jusqu'ici par le Tchad voisin, mais à 1700 km de route. La plupart des militaires français qui ont transité par le Tchad sont rentrés en France, précise le colonel Pierre Godillère, le porte-parole de l'état-major, alors que la France maintient environ 1 millier d'hommes au Tchad. Malgré les tensions administratives persistantes avec les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir au Niger le 26 juillet dernier, l'état-major des armées estime pouvoir tenir son calendrier de retrait complet d'ici la fin de cette année 2023. Mais Macron n'en démord pas. Perdre le Sahel est un cauchemar. Lors d'un récent conseil de défense tenu le 14 novembre, Emmanuel Macron attendait avec les chefs de l'armée française d'imaginer un nouveau dispositif militaire, de voir comment poursuivre et même étendre la guerre contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest. Qu'il le lui a demandé et pour quelles raisons persiste-t-il? Pourquoi cette obstination? Les derniers soldats français ont évacué les camps de Tessalit, de Kidal, de Tombouctou, de Gossi et de Ménaka depuis la fin d'année 2021. Celui de Gao, qui fut pendant près de 9 ans la principale base de Serval, puis de Barkhane, fut le dernier bastion militaire malien à être occupé par l'armée française. Situé dans l'enceinte de l'aéroport de la cité des Askias, il accueillait 1 millier de militaires, le gros de ses véhicules et une partie de son commandement. L'idée que le Niger devait jouer un rôle clé dans ce nouveau dispositif militaire au Sahel, avancé avant l'été, a été mise à mal naturellement avec la prise de pouvoir à Niamey, par les nouvelles autorités des militaires patriotes. La présence française est désormais une chose que les Nigériens ne veulent plus. C'est du Niger que devaient décoller les avions de chasse et les drones. Le Niger était décidé à devenir un nouvel épicentre de la lutte antiterroriste de la France. Emmanuel Macron et surtout le président Bazoum souhaitaient et surtout estimaient que son pays a besoin de l'aide de ses partenaires pour lutter contre les djihadistes. Il l'assénait d'ailleurs lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, le rappelait quand il était à la tête de l'Intérieur et le répétait lorsqu'il occupa le palais présidentiel. On n'en est plus là. Oui, les choses ont basculé et tout le programme français
est tombé à l'eau. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs, ce matin, parlant justement de ce Conseil de défense. Sahel en crise, Macron persiste. Quelle stratégie derrière l'obstination? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Haïssi. Il est directeur de publication du journal Le Cactus, lui-même journaliste d'investigation. Il a bien regardé pour nous cette information qui lui tient à cœur. Albert Anatole Haïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslongos. Je dis bonjour à Gires qui se trouve derrière les machines. Bonjour au top management de Panafricanist TV, ainsi que assez nombreux téléspectateurs dont nous sollicitons bien évidemment le soutien. Vous savez, dans le combat qui est le nôtre, c'est le nez de la guerre qui manque le plus. Et dans toute révolution, il faut le nez de la guerre. C'est bien de nous féliciter, de nous encourager par rapport au sacrifice que nous avons consenti. Et nous continuons de consentir pour faire notre job, c'est-à-dire celui de conscientiser le peuple africain, celui de vous donner les informations les meilleures, mais derrière, il y a beaucoup de choses à faire qui nécessitent de l'argent. C'est pourquoi nous sollicitons votre appui financier. Nous avons, par le passé, communiqué les différents, n'est-ce pas, contacts par lesquels vous pouvez faire parvenir votre contribution, je crois PayPal et Tipeee, voilà. Donc, il y a également certainement des numéros de téléphone pour ceux qui peuvent envoyer par messagerie, par voie de messagerie. Quand je l'ai dit, je veux commencer comme mon habitude par un coup de gueule. Oui, Barkhane a été chassé du Niger par le peuple révolutionnaire nigérien, mais sauf que derrière, après le départ de Barkhane, nous avons encore la présence des militaires américains, 1100 au total. Que font-ils et pourquoi le peuple nigérien tolère-t-il leur présence au Niger quand on sait que partout où ils ont été, les Américains n'ont apporté que du chaos, le désastre, l'impunité, la criminalité, si ce n'est, j'ai envie d'ajouter les activités de mercenariat. Donc, il faut faire très attention. Ne vous fiez pas au fait que la France, qui est le cheval de Troie, et à qui nous avons quelques inimitiés pour des raisons quelquefois historiques, soit parti et que nous puissions tolérer la présence américaine et des bases militaires américaines. Non, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. J'ai envie de dire, si le fils est criminel, forcément le père il a été peut-être. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole Haïssi, encore pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous interrogeons Conseil de défense, Sahel en crise, Macron persiste. Quelle stratégie derrière l'obstination? Eh bien, Albert Anatole Haïssi, jusque-là, on nous parle d'un Conseil de défense convoqué par Emmanuel Macron pour trouver une nouvelle stratégie, nous dit-on, pour rester encore sur le continent africain, mais précisément dans le Sahel. Pourtant, on le sait, jusqu'à preuve de contraire, quelques bases militaires restent encore sur le continent et on sait que cela ne va pas durer. C'était un énième conseil de défense que Jupiter organise dans son palais de l'Élysée sur le retrait de la racaille française du Niger avec la pression mais surtout la détermination du peuple nigérien. Eh bien, souvenez-vous, dans le contexte du renversement du Larban qui s'appelle Bazoum le 26 juillet dernier, Macron avait organisé un conseil de défense. Il y court presto sur le Niger. Pourquoi? Parce que pour Macron, comme pour l'Union européenne et naturellement les Américains, le Niger était devenu pratiquement le hub, le point focal de leurs activités criminelles, non seulement au Sahel, mais surtout dans la bande sahélienne. Donc, malheureusement, le peuple courageux et révolutionnaire du Niger a déjà tout ce qui était prévu, n'est-ce pas, de ce côté-là, parce que ils ont pris en main leur souveraineté. Eh bien, c'est dans ce contexte donc que le Barkhane a été dans l'obligation de se retirer, de sortir par la porte, non pas la fenêtre, je veux dire pas la fenêtre. Maintenant, puisque Macron veut continuer d'exister, je voudrais quand même vous rappeler
que les bases militaires, qu'elles soient françaises, américaines, britanniques ou allemandes, constituent, j'ai envie de dire, les symboles de la diplomatie de ces pays-là en matière du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique également. Et il faut donc continuer à pouvoir être présent au travers des bases militaires que vous, dans les pays que vous avez, par exemple, cités. Vous avez cité Djibouti, vous avez le Tchad, vous avez, pour ce qui concerne la France, par exemple, vous avez Djibouti, vous avez le Sénégal, vous avez le Tchad, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Gabon, voilà. Pour ne citer que ces 4 pays-là. Donc, ça veut donc dire qu'en ce qui concerne le Sahel, qui est une zone stratégique majeure pour la criminalité du bloc occidental, que vous appelez la communauté internationale, il ne faut pas perdre pied. D'abord, pour des raisons géopolitiques, mais ensuite pour des raisons géostratégiques. Ça, c'est important. Alors, Macron a donc organisé et notre conseil de défense, dans ce sens, il est question de redéployer justement sa racaille, n'est-ce pas, des mercenaires sur le continent africain, pas seulement dans l'espace francophone, mais également dans d'autres espaces, notamment d'expression dans les pays anglo-saxons. Dans ce contexte, donc, il est question de les redéployer, mais à la seule condition que cette racaille doit être moins visible. Il faut qu'elle soit moins visible, mais davantage plus nuisible. Moins visible et plus nuisible. C'est ce qui est prévu donc dans les nouveaux projets de Jupiter, qui a donc décidé finalement de permettre d'abord à ses conseillers militaires de lui toucher un mot là-dessus, en plus d'avoir le feu vert du Parlement français, notamment l'Assemblée nationale, pour lui donner la possibilité de se redéployer ailleurs. Voilà donc la problématique. Mais sauf que sur le continent africain, en tout cas en ce qui concerne en ce qui concerne l'espace francophone, qui est considéré comme les anciennes colonies de la France, nous n'en voulons pas. Les peuples africains ne veulent plus de bases militaires étrangères sur leur sol. Il faut que cela soit clair. Et partout, et maintenant, partout où ces bases sont présentes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient japonaises, chinoises, qu'elles soient j'ai envie de dire britanniques, ces bases doivent être absolument démantelées. Ce sont des outils ce sont des symboles, j'ai envie de dire, ce sont des symboles de colonisation. Ce sont des symboles, j'ai envie de dire, de prise en otage de notre indépendance, de notre liberté et surtout de notre souveraineté. Donc, il faut absolument lutter contre la présence de ces bases militaires étrangères. Pourquoi Macron insiste-t-il pour rester dans le Sahel? Mais Macron insiste pour rester dans le Sahel parce que tout à l'heure, je lui ai fait comprendre qu'il y a non seulement des enjeux géopolitiques majeurs, il y a également des enjeux géostratégiques importants. Pourquoi? Tout le monde sait que le Sahel, en dessus, vous avez la poussière, le sable, tout cela comporte, mais en dessous, c'est beaucoup de choses. Du pétrole, du gaz, du uranium, de l'hydrogène, entre autres de l'aura. Donc, c'est autant de choses. Donc, c'est pour ça, souvenez-vous, je crois, dans une autre tour, nous avons parlé de l'OCRS, oui, qui avait été créé au début des années d'indépendance de certains pays africains. Et il s'agit d'un projet qui avait été porté en son temps par Houphouët-Boigny et De Gaulle, qui consacrait à la France l'exclusivité de l'exploitation, n'est-ce pas, de cette bande sahélo-sahélienne. Donc, aujourd'hui, les temps ont changé. Nous ne sommes plus dans les années 60. Nous sommes en 2023. Eh bien, il est important que toutes les richesses que contient cette zone sahélo-sahélienne bénéficient avant tout aux communautés riveraines, qui sont le Mali, le Niger, la Mauritanie, entre autres. Oui, donc, ça ne doit pas être la propriété des Américains, des Britanniques, des Allemands ou bien des Français, entre autres. Donc, voilà l'enjeu majeur. C'est-à-dire, l'enjeu est à la fois géopolitique et géostratégique. Qui a donné à la France la paternité de gérer les pays africains? Mais écoutez, la France a signé au début des années 60 des accords qu'ils ont appelés accords de coopération. Tout azimuts, accords culturels, accords de défense, accords
accord, j'ai envie de dire, économique, financier, consort, tout ce que cela, ça lui comporte dans l'exclusivité, j'ai envie de dire la primauté. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur certaines dispositions de cet accord que la France a signé avec la France, vous allez vous rendre compte que pour que le Cameroun, mon pays, puisse vendre, par exemple, son pétrole, il va falloir d'abord demander si la France n'en a pas besoin. Si la Côte d'Ivoire veut vendre son cacao à la Chine, il faut d'abord que la Côte d'Ivoire demande à la France si elle est preneuse ou si la Côte d'Ivoire peut aller vendre son cacao ailleurs. C'est comme ça l'iniquité de ces choses qui, bien évidemment, il faut dénoncer et décrier. La France n'a aucune légitimité, du moins du point de vue légal, à imposer ou bien à imposer sa présence, que ce soit au Sahel ou sur le continent africain. Il est important aujourd'hui de rappeler aux Français et à ses dirigeants que à l'issue de la Première Guerre mondiale, je crois, les Américains qui ont soutenu la France dans cette lutte avaient pour projet de rester pendant au moins 2 ans en territoire français avec la base. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après la guerre, les dirigeants français de l'époque ont demandé aux Américains, ont dit aux Américains, merci de nous avoir soutenus, de nous avoir libérés, d'avoir contribué à notre libération, mais de vos bases militaires, nous n'avons pas besoin. Votre présence non plus. Alors, partez. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on répète la même chose à la France, à ses dirigeants, ça pose problème? Donc, je crois que dès lors que la France est capable, ou bien ses dirigeants sont capables de faire pression sur leurs vassaux, qui font office de dirigeants chez nous, eh bien, de pouvoir leur imposer sa présence, le peuple a le devoir, l'obligation de prendre ses responsabilités en dégageant la France de nos espaces de vie, parce que tout le monde a besoin d'être libre. Tout le monde est fier d'être indépendant. Tout le monde est jaloux de sa souveraineté, y compris les Français. Donc, pourquoi ils veulent nous refuser ce qui ne serait jamais accepté chez eux? C'est-à-dire le respect de notre souveraineté, de notre indépendance, mais surtout de notre liberté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de dire, les époques, ou bien l'époque est révolue, l'époque où la France avait la possibilité, ou tous les droits de la terre, sur certains dirigeants africains et sur le peuple africain, cette période-là, c'est révolue. Albert Natola, ici, la France a été chassée du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Pourtant, Macron insiste, persiste et signe avec la dernière énergie. Eh bien, la France ne veut pas quitter et surtout, le continent africain ne veut pas partir. Mais bien évidemment, la France joue sa survie. Je veux toujours dire et rappeler, j'ai même envie de dire, réitérer que la plupart de ces pays dirigés par des hommes arrogants comme Macron vivent de la prédation. Ils vivent du pillage, ils vivent du crime. Je pense que si, comme Poutine l'a indiqué fort opportunément il y a quelques années, que pour ramener la France à sa véritable place à l'échiquier mondial, il suffit de libérer ces États africains et la France va véritablement occuper sa véritable place. Je pense qu'avec le départ, déjà, le fait que la France soit chassée du Niger a bouleversé justement ses cartes géopolitiques. Aujourd'hui, la France est en train d'aller faire le pèlerinage du côté du Kazakhstan à la recherche de l'uranium pour ses centrales nucléaires. La France est en train d'aller faire du pèlerinage dans les pays anglo-saxons, notamment le Nigeria, la Tanzanie ou bien le Ghana, à la recherche de quoi? À la recherche d'énergie, c'est-à-dire du pétrole, du gaz. Bon, aujourd'hui, nous pensons que la France vit dans sa survie. Aujourd'hui, en France, vous avez désormais des personnes qui ont des difficultés à avoir 3 repas par jour, qui vont faire leurs emplettes dans les poubelles, un peu comme sur le continent africain. Vous avez en France des personnes qui ont de la peine à payer leurs factures d'électricité, leurs factures de gaz, leurs factures d'eau. Pourquoi? Parce que les robinets qui sont en train de se fermer sur le continent africain impactent négativement, n'est-ce pas, le mode et les conditions de vie des Français qui vivaient de manière dispendieuse et arrogante.
Bon, aujourd'hui, la fin d'un jour s'est suivie parce que dès lors que tous les robinets seront fermés sur le continent africain, les Français vont sortir, vont battre le macadam et ça va malheureusement menacer le pouvoir, que ce soit celui de Macron ou de son successeur. Voilà la réalité, c'est-à-dire la France juste à survie sur le continent africain, raison pour laquelle, même s'il faut organiser les crimes ou des coups d'État pour se maintenir, elle est capable de le faire. Mais malheureusement, il est question aussi de lui rappeler qu'une fois de plus, c'est révolu cette époque. C'est révolu cette époque. Mais il y a également un autre problème, Albert Anatola, ici toujours sur le continent africain, détenu par la France, c'est le franc CFA qui est comme une épée de Damoclès sur la tête des pays africains. Je pense qu'il est important, c'est une question majeure de souveraineté qui est confisquée. Lorsque vous n'avez pas la souveraineté de votre monnaie, oui, ça veut dire que quelque part vous êtes encore colonisé. Je crois que c'est une question essentielle qui non seulement doit intéresser des dirigeants qui, j'ai le sentiment, sont un peu complices de cette imposture ou de cette escroquerie, de cet esclavage monétaire, mais en même temps, il appartient au peuple souverain de prendre ses responsabilités. Même s'il faut aller brûler cette affaire que vous appelez, qui sera fabriquée, cette monnaie nazie, il faut prendre ces responsabilités-là. Il est hors de question que ce que vous appelez monnaie, soit contrôlé par la France, un autre État, qui en tire des prébendes et des dividendes. C'est ce qu'il est question. Cette monnaie nazie, coloniale, franc des colonies françaises d'Afrique, pompeusement appelée franc CFA, c'est une monnaie contrôlée par Paris, qui lui permet de tirer des prébendes, mais surtout de nourrir ces millions de chômeurs et de chercheurs d'emploi. La preuve, c'est que vous avez des individus en France qui vivent éternellement des allocations chômage. Où est-ce que la France prend cet argent? Mais la France prend cet argent dans l'exploitation criminelle et forcément inacceptable du franc CFA. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le projet ECO, tel que pensé par ces initiateurs africains? Mais il a infiltré ce projet par le vassal criminel que vous appelez Ouattara. Au point où aujourd'hui, ce projet est mort. Mais c'est pas mort, que ce soit l'ECO, que ce soit une autre monnaie qui va sortir quelque part sur le continent africain, dans l'espace franc CFA, c'est une question de temps. Je crois qu'avec le changement de dirigeants que nous aurons forcément et successivement sur le continent africain, que ce soit par des coups d'État, que moi je souhaite une fois de plus, pour ces personnes, pour ces vassaux qui ne travaillent pas pour l'intérêt et pour le compte du continent africain ou les peuples africains, que ce soit pour les pouvoirs qui pourront être démocratiquement élus pour reprendre leur lexique, eh bien, ils ont la responsabilité, ces dirigeants, de pouvoir sortir leur peuple de cette affaire. Ce qui est quand même affligeant, je ne sors pas là, c'est que ceux qui ont la prétention de porter un projet politique, c'est-à-dire solliciter les suffrages, justement, des peuples africains au fauteuil des présidents de la République, ont de la peine à porter ces problématiques. Non, ce problème, même pas ces problématiques, ce problème, c'est-à-dire mettre comme projet politique la sortie du franc CFA si jamais ils sont aux affaires. Du tout. Nous avons le sentiment que c'est une question taboue pour eux. Si j'ai envie de croire qu'ils en tirent également des dividendes, c'est pourquoi ça ne les arrange pas de sortir de cette monnaie de servitude volontaire, s'il faut le dire. Albert Anatola, ici, avant de sortir de cette édition de Parole panafricaniste, une dernière question. Qu'attendent par exemple les pays qui ont chassé, on va le dire ainsi, les militaires français de leur sol, Mali, Burkina, Niger, pour sortir du franc CFA? Et surtout, on nous fait savoir que toute personne qui a voulu faire ce geste-là, ou alors sortir du franc CFA, eh bien, tout de suite, c'était la mort. Je pense que c'est un long processus. Il faut quand même saluer la grande marche de la révolution, que ce soit au Mali, au Niger ou bien au Burkina Faso, entre autres. Parce que ce qui s'est passé en Guinée, Conakry, c'était un coup d'État de la CIA. Ça, vous le savez, c'est pas une révolution. Donc, un peu comme ce qui s'est passé du côté du Gabon.
Maintenant, la véritable révolution qui a été portée par les patriotes et les révolutionnaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est un long. J'ai envie de vous dire, pour le peu de temps, il y a eu une longue marche. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord stabiliser ces pays-là. Vous savez, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont tous confrontés à l'instabilité à la fois sécuritaire et politique. Donc, je pense que de notre point de vue, il ne faut pas trop leur demander pour l'instant, parce qu'ils sont sur d'autres projets qui sont majeurs, qui sont fondamentaux pour le peuple, pour leur peuple. C'est-à-dire les projets de stabilité politique et sécuritaire, les projets d'ordre économique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous parle des groupes armés qui sévissent, des terroristes qui sévissent, ils recrutent où? Ils recrutent parmi la jeunesse qui ne fait rien désœuvré, sans emploi. Donc, je crois que pour justement lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme, il va d'abord falloir donner un emploi, n'est-ce pas, aux enfants là, qui leur servent j'ai envie de dire de vivier. Il faut que ces enfants-là qui ne vont pas à l'école puissent aller à l'école. Je voudrais quand même vous indiquer que le taux de scolarisation au Niger est très bas, par exemple. Oui. Ce taux-là est très bas, relativement pareillement au Niger, au Burkina Faso, relativement pareil du côté du Mali. Donc, il va falloir véritablement occuper les jeunes en les scolarisant ou bien en leur donnant un emploi. Donc, je crois que pour nous, les panafricanistes, c'est d'abord une question essentielle, c'est une priorité. Également vrai que sortir du franc CFA, trouver des monnaies alternatives, ça aussi c'est une possibilité. On n'a pas besoin d'avoir fait, n'est-ce pas, Sciences Éco pour comprendre que pour véritablement contourner le franc CFA qui pose un très gros problème à la fois géopolitique et même géostratégique pour certains États, notamment quand vous voyez par exemple au Burkina Faso, tout récemment le capitaine Ibrahim Traoré nous a informé que son gouvernement a commandé les armes qui ont été bloquées par la France. Donc, si le Burkina Faso n'était pas notre franc CFA, est-ce que la France aurait eu le culot ou l'arrogance de bloquer les armes, le matériel militaire acheté par un pays souverain? Si la République démocratique du Congo n'était pas dans le franc CFA, est-ce que il serait victime, ce pays, d'embargo? Non du tout. Donc, je pense que c'est également une question majeure qu'il faudra certainement, peut-être en 2024, mettre sur la table. Et je crois que nous allons, les panafricanistes, y contribuer. Merci à vous, Albert Natola, ici. C'est bien un plaisir. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.